Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, c'est bien sûr avec un grand plaisir que j'ai répondu à l'honneur qui m'était fait d'inaugurer une nouvelle fois nos journées annuelles avec une allocution sur les faits marquants en organisation des soins. Je ne déclare aucun conflit d'intérêts avec ce que j'exposerai ici. Donc pour la méthode, pour être parfaitement transparent, je vais prendre en compte que le champ de l'organisation du système de santé et pas, bien sûr, la gérontologie dans son ensemble. Je prends le parti de ne présenter que des textes scientifiques et pas de textes en rapport avec la littérature grise. Et comme je ne pourrais pas être exhaustif, cette présentation est le fruit, en fait, d'une analyse continue de la littérature tout au long de l'année, avec une perspective volontairement critique. Car il me semble que c'est plus intéressant pour notre communauté de nous réveiller sur ce qui peut faire débat, même là où on pense que parfois il n'y en a pas, plutôt que d'aller dans le sens du courant. Enfin, comme je suis chercheur en politique publique, ce qui m'interpelle le plus, c'est évidemment ce qui peut se traduire en politique dans la recherche, et j'essaierai de faire le lien. Alors les thématiques ne manquaient pas cette année, j'ai eu beaucoup de mal à le sélectionner. Les articles que je vais vous présenter, il y avait notamment, j'ai dû faire le deuil de certains qui présentaient des programmes tout à fait intéressants, mais très complexes d'évitement des hospitalisations évitables, et d'autres sur les modèles d'organisation des soins. Et vous savez pourtant que je suis particulièrement friand de cette littérature, puisque l'enjeu majeur, à mon avis, de notre système de réponse à la perte d'autonomie reste l'intégration des soins et des services. Mais finalement, j'ai décidé d'aborder une thématique hautement à risque, pour moi, car très en vogue dans notre société actuelle, malgré la faiblesse des preuves scientifiques en sa faveur, c'est la fameuse prévention. Rappelons les bases du raisonnement. Nous avons une personne qui va bien et dont on essaye d'éviter qu'elle tombe malade, prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Le problème, généralement, c'est que nous avons l'impression d'intervenir trop tard. Et l'idée est donc de déplacer le moment du diagnostic le plus tôt possible. Néanmoins, et avec une cinquantaine d'années de pratique de ce type d'intervention dans différents pays, force est de constater une certaine déception. Je ne prétends pas que tous les auteurs seraient d'accord avec ce que je vais exposer ici, mais j'ai globalement été frappé dans mes lectures cette année par l'émergence, et c'est en cela que c'est neuf, l'émergence d'un discours que l'on entendait peu dans les années précédentes. Et c'est sur ce discours que je vais essayer de porter la focale. Alors, soyons bien clairs, je ne mets pas en doute l'efficacité de l'intervention individuelle. Toute demande individuelle, on doit essayer d'y répondre. Une demande individuelle de conseil de prévention, par exemple, est tout à fait entendable. Mais il faudrait savoir si l'on cherche à répondre à une demande individuelle ou si on cherche à la faire émerger, y compris sans demande au préalable. Une première étude de ce type était l'étude Inter99, qui porte sur près de 60 000 personnes, dont un peu plus d'1 sur 6 à qui l'on propose de rentrer dans un groupe d'intervention où le risque cardiovasculaire est calculé. Et lorsque ce risque cardiovasculaire est élevé, on met en route une intervention basée sur des recommandations internationales de prévention cardiovasculaire, sur des conseils de vie, d'activité physique, nutritionnelle, etc. Et l'on met en place un suivi intensif de ces recommandations et une réévaluation annuelle des risques. 3000 personnes ont suivi cet itinéraire de prévention cardiovasculaire que l'on pourrait qualifier d'idéal. Et le suivi est de 10 ans. Au passage, 60 000 personnes suivies 10 ans, ce n'est pas si souvent qu'on a ce niveau de preuve en santé publique. Eh bien, il n'y a aucune différence de mortalité, d'accident ischémique, cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral dans les 10 ans qui suivent la mise en route de ce programme préventif, pourtant basé sur les plus hauts niveaux de preuve internationales pour ce qui concerne la prévention cardiovasculaire. Un autre exemple, publié cette année également, s'interroge sur la plage d'âge sur laquelle on propose un dépistage du cancer du sein par mammographie ou par examen clinique seul. Entre 40 et 59 ans,
Et avec un suivi de 25 ans cette fois, et sur 89 000 femmes qui sont randomisées, selon le groupe d'intervention, soit examen clinique plus mammographie. Eh bien là aussi, ne cherchez pas, il n'y a pas d'animation à venir. Il y a bien deux courbes sur cette figure, entre le groupe suivi par examen clinique seul et le groupe par mammographie et examen clinique. Donc, entre 40 et 59 ans, et avec un suivi de 25 ans, je le rappelle, 89 000 femmes, il n'y a aucune différence en termes de mortalité par cancer et de mortalité totale. Mais me direz-vous, pourquoi parler d'études entre 40 et 59 ans dans un congrès de gérontologie? D'abord parce que 25 ans de suivi à partir de 59 ans, ça fait quand même un certain âge. Mais en gériatrie, nous y reviendrons également plus tard. Et pour ce qui est justement de choses qui nous préoccupent davantage. Donc là, c'est les antigènes prostatiques, le dépistage du cancer de la prostate, là, le dépistage du cancer du sein, là, le dépistage du cancer cervical, et là, le dépistage du cancer colorectal. Donc, cette étude de pratique est troublante. Les effectifs sont importants. Ils sont faits en population. À partir d'un score bien validé, on peut établir un risque de décès à 5 ans, comme étant faible, modéré ou important, c'est-à-dire supérieur à 50%. Et on observe ensuite les remboursements dans les années précédentes. Alors, on établit bien sûr qu'il y a un lien entre les examens et la fréquence, entre l'espérance de vie et la fréquence de ces examens. Mais la fréquence des examens, pour des personnes dont la mortalité est supérieure à 50% à 5 ans, ces examens n'ayant pas prouvé leur efficacité pour des personnes qui ne peuvent pas survivre 5 ans, est très élevée. Ce qui conduit donc à des prescriptions d'examens sanguins, anatomopathologiques, radiographiques et endoscopiques inutiles. La grande majorité de ces personnes, faut-il le souligner, sont des personnes âgées. Une autre étude s'est interrogée sur les bénéfices et les risques d'une coloscopie plus fréquente que recommandée ou pour des personnes qui sont plus âgées. Donc on part d'une personne dont la coloscopie serait négative à l'âge de 55 ans, et donc la recommandation c'est d'en faire une tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 75 ans, et les auteurs posent donc la question soit d'augmenter la fréquence tous les 5 ans au lieu de tous les 10 ans, ou tous les 3 ans, ou de poursuivre au-delà de 75 ans. Alors, les graphiques en bleu sont ceux de la fréquence, d'accord, et là on a la recommandation, c'est-à-dire tous les 10 ans, tous les 5 ans ou tous les 3 ans. Et les graphiques en marron sont pour aller au-delà de 75 ans. Alors, il existe une petite augmentation du nombre de cancers détectés en diminuant l'intervalle entre deux examens. L'analyse statistique complète montre toutefois que cela représente un gain non significatif d'espérance de vie en santé. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les graphiques marrons, bien sûr. Poursuivre au-delà de 75 ans n'apporte aucun bénéfice et produit même un effet négatif. Je ne détaillerai pas ici tous les articles de cette liste, et qui n'est d'ailleurs pas exhaustive, mais je voulais appuyer mon propos en montrant que ces réflexions ne sont pas des cas isolés, mais bien un mouvement important de réflexivité sur nos pratiques. Les titres m'ont semblé assez éloquents. Trop de mammographie. Le dépistage des cancers du sein après 70 ans n'offre que peu de bénéfices. Les dangers et bénéfices de la mammographie de dépistage moderne. Les leçons à tirer de la décision du comité médical suisse contre les programmes de prévention par dépistage par mammographie. Est-ce le moment de débuter une nouvelle étude sur les programmes de dépistage du cancer du sein? Le potentiel surdiagnostic des cancers basocellulaires chez les personnes âgées ayant une durée de vie limitée. Le dépistage en routine des cancers chez les personnes âgées n'offrirait que peu de bénéfices, etc. Tout cela nous amène à des prises de position que nous n'avions pas l'habitude de lire jusque-là dans nos journaux, et qui est donc une des choses que je retiens comme étant neuve dans le monde de la santé publique en général, et donc de la gérontologie en particulier. Je vous donne ici un extrait. Les médecins ne devraient pas offrir les bilans de santé généraux à leurs patients. Et les gouvernements devraient s'abstenir d'introduire des programmes de contrôle de la santé, comme le ministre danois de la Santé l'a fait quand elle a appris les résultats de la revue Cochrane et de l'essai Inter-99. Les programmes actuels, comme celui du Royaume-Uni, devraient être abandonnés. Cela peut être difficile. Certains médecins croient fermement aux bienfaits des visites régulières de contrôle de santé. Certains gagnent leur vie à travers elles. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les méthodes et les résultats de l'essai Inter-99 seront fortement débattus. Mais nous avons maintenant 15 503 décès examinés lors d'essais qui ont duré plus de 50 ans. On ne trouve pas une trace d'un effet sur la mortalité. Aucune critique des essais ne peut rendre ce résultat négatif positif.
Quelles sont les hypothèses que l'on peut émettre pour expliquer que cela ne marche pas aussi bien qu'attendu? La première chose revient à interroger la fréquence des non-dépistés. En effet, le paradigme du courant de la médecine préventive, c'est qu'il y a plein de personnes qui échappent au système de soins, et qu'ainsi, en agissant précocement, on pourra avoir un effet sur la mortalité. Mais en réalité, il est fort possible que le nombre de personnes non diagnostiquées dans le système de soins soit moins important que prévu, ce qui rend plus difficile de les mettre en évidence une plus-value. Par ailleurs, avec la tendance à chercher de plus en plus petit, on finit par trouver des problèmes qui n'en seraient peut-être jamais devenus un. C'est notamment vrai pour le cancer. On sait très bien que le corps humain est capable d'une certaine forme d'auto-réparation et qu'ainsi, entrer toute tumeur dans un processus de traitement relève en réalité d'une sorte d'acharnement thérapeutique. Pour finir, il arrive que selon qu'on propose de faire après le dépistage, pour le compléter ou traiter, conduisent à des effets secondaires et à des risques qui parfois l'emportent sur le bénéfice. Enfin, il y a une tendance à la fuite en avant, plus de technologie. 70% des femmes actuellement ont des mammographies nouvelle génération sans aucune étude de plus-value de cette technique ou plus de thérapie. Alors, faut-il arrêter le dépistage ou le diagnostic précoce? Tel n'est pas mon propos. Je voudrais bien insister sur ce point pour être parfaitement clair. Il n'y a aucune raison de ne pas être intelligent avec les personnes âgées comme avec les personnes jeunes. Il faut développer des programmes de dépistage adaptés et adaptables pour que l'on puisse faire du dépistage personnalisé, comme on tend de plus en plus à faire des thérapies personnalisées. Chaque individu est différent et on doit lui proposer d'entrer dans un processus de dépistage, non pas selon son âge, mais selon ses facteurs de risque individuels qui permettent de mesurer à la fois les bénéfices et les risques de ce que l'on va lui proposer et son opinion. On en est encore un peu loin. Sur 460 femmes, 96% se rappelaient avoir discuté des bénéfices du screening par mammographie, moins de 20% sur les risques, et on avait leur demandé leurs propres préférences dans moins de 50% des cas. On voit donc qu'il serait nécessaire que de bonnes pratiques puissent être définies avec une autorité compétente, indépendante de l'industrie du médicament et avec une bonne gestion des conflits d'intérêts. Vous comprenez que je ne remets pas en doute l'efficacité des programmes de prévention à l'échelon des individus. Ce que je remets en cause, c'est le fait que l'on puisse éventuellement inciter des personnes qui n'ont pas de demande à aller vers ce type de programme. C'est cela la médicalisation de la vieillesse. C'est en faisant cela que notre société est à l'origine de la production de problèmes de santé chez les personnes âgées. Donc, répondez aux demandes qui sont faites, trouvez des façons originales de le faire, mais en l'absence de preuves, ne provoquez pas cette demande, laissons vivre un petit peu les vieux. Et d'ailleurs, pour qui faisons-nous ce travail? Est-ce vraiment pour le patient? Si on demande ce que les patients en pensent, nous risquons d'être un peu surpris, comme les auteurs de cette étude, qui rapportent que 50% des personnes qu'ils ont interrogées n'auraient pas fait de dépistage si cela avait dû conduire à un seul cas de surdiagnostic par vie sauvée. Je ne crois pas que les médecins auraient répondu de la même façon si on leur avait demandé de parier sur la réponse de leurs patients. En tout cas, les auteurs étaient bien surpris de ce résultat qui m'a également, je l'avoue, laissé un peu quoi. À l'autre extrémité du spectre, on voit que ces personnes qui souhaiteraient toujours entrer dans un programme de dépistage, même s'il était prouvé que 100 personnes avaient un diagnostic erroné de tumeur par vie sauvée. Vous voyez que nous avons tendance à plus écouter ce discours qui n'est pourtant pas dominant. Un des arguments utilisés par les médecins pour amener un patient un peu récalcitrant à faire un test de dépistage, c'est de lui dire « au moins, si c'est négatif, cela vous rassurera ». Eh bien, c'est faux. Les tests négatifs ne rassurent pas. Sur les préoccupations en rapport avec la santé, leur effet est nul. Et sur l'anxiété, le fait d'avoir des tests négatifs conduit à une augmentation de l'anxiété, surtout à long terme. Comme l'anxiété est en soi un facteur favorable au développement de nombre de pathologies chroniques, le programme de dépistage finira par prouver qu'il a bien un effet, mais pas celui attendu. Au moment où on voit fleurir tout un nombre de campagnes de dépistage ou de diagnostic précoce pour les personnes âgées, il est temps de s'intéresser à ce que l'histoire nous rapporte des 50 dernières années de médecine préventive, et ce, quel que soit l'âge.
Ne refaisons pas les mêmes erreurs. La médecine préventive est une médecine comme une autre. Elle doit se baser sur les études de bonne qualité qui démontrent l'efficacité de ce qui est proposé. Ces études doivent être menées dans le grand âge. Elles le sont et c'est tant mieux. Mais de même que nous ne penserions pas mettre sur le marché un nouvel anticancéreux qui n'en serait qu'à la phase 1 de son développement, il ne faut pas mettre dans les pratiques courantes des mesures de dépistage ou de diagnostic précoce qui n'ont pas montré leur efficacité. Faute de quoi, on finira par prouver l'inefficacité de ce que nous proposons, voire son caractère délétère. Et qu'en est-il justement de nos préoccupations habituelles en gériatrie ? L'US Preventive Task Force, qui serait la sorte d'agence indépendante de prévention que j'appelais de mes voeux plus haut pour les États-Unis, déclare récemment qu'il n'existe pas de preuve d'efficacité de campagne des troubles cognitifs. Pour ce qui est de la fragilité physique, principalement reliée au concept de sarcopénie, les études sont divergentes à ce stade. Cette étude randomisée, contrôlée, ou une intervention basée sur une évaluation gériatrique standardisée et un plan de service interdisciplinaire ne conduit à aucun bénéfice sur le long terme. Au contraire, selon l'étude LIFE, un programme d'exercice physique s'est montré un peu plus efficace dans le temps qu'un programme d'éducation et de conseil, et ce, de façon statistiquement significative sur un suivi de 3 ans. Je ne puis m'attarder sur les différences méthodologiques et de population étudiées qui sont susceptibles d'expliquer ces résultats divergents. Ce qu'il faut retenir, c'est que nul, aujourd'hui, ne saurait dire qu'il sait quel type de programme a le meilleur rapport efficacité-risque. Et si l'on s'éloigne un tout petit peu du domaine de la prévention, mais vous verrez que nous y reviendrons, cela revient aussi à poser la question de l'efficacité de notre discipline et de sa cible. Une très intéressante étude, issue d'une nouvelle fois de l'initiative ACOVE, nous renseigne sur le fait que la qualité des soins usuels n'est pas altérée par le nombre de maladies chroniques, comme il est d'usage de le penser, mais elle est bien par le nombre de comorbidités gériatriques. Dit autrement, le fait d'avoir à la fois un diabète, une hypertension, une arthrose, une ostéoporose et un asthme ne fait pas que vos soins sont de moins bonne qualité, au moins aux États-Unis. Par contre, si vous êtes chuteuse, dénutrie, presbyacousique et avec une incontinence urinaire, la qualité de vos soins en pâtit. Ce qui est saisissant, c'est que la comorbidité gériatrique a une influence, bien sûr, sur la manière dont on s'occupe d'elle en particulier, en diminuant la qualité des soins gériatriques, mais qu'elles ont aussi pour effet de diminuer la qualité des soins en général. La gériatrie n'a donc pas fini d'améliorer les pratiques pour les personnes âgées les plus vulnérables. Les publications pédagogiques de la revue The Journal of the American Geriatric Society sont injustement délaissées de nos lectures. Je vous invite à y prendre garde, comme cet article qui s'intéresse à une nouvelle façon d'enseigner et d'évaluer les étudiants à partir des patients fictifs standardisés d'une part, et également à partir d'échanges avec une équipe elle-même standardisée de professionnels. Il est rassurant de voir que l'interdisciplinarité, qui est bien au cœur de notre discipline, peut se mesurer dans la formation des jeunes gériatres, au moins aux États-Unis. Ceux-ci ne sont pas plus performants que des médecins, des étudiants en médecine générale, lorsqu'ils sortent juste de l'entrevue avec la personne âgée. Mais par contre, après un échange interdisciplinaire, leur efficacité à repérer tous les besoins de santé est nettement supérieure à celle de leur contrepartie dans médecine de famille. Je finirai cet exposé en m'arrêtant sur la question des stéréotypes. La société est agiste. Nous en avons encore une illustration dans cette étude basée sur la façon dont on parle de l'âge sur Facebook. Sur 84 groupes, pages Facebook, dans laquelle la question du vieillissement apparaissait dans le titre ou la description, et qui réunissait 25 000 membres, mais tous les membres avaient moins de 60 ans, 75% avaient des propos insultants ou irrespectueux envers les personnes âgées, 27% les infantilisaient, et 37% recommandaient de les bannir d'un certain nombre d'activités publiques. Nous aimerions bien croire qu'il s'agit là d'un effet extérieur de notre société, mais que nous en serions exempts. Ce n'est pas si sûr. Voilà ce que donne le résultat d'un sondage sur 5 mots qui viennent à l'esprit quand on parle d'une personne âgée, selon un sondage réalisé un jour donné dans un grand média belge. Le résultat n'est pas forcément facile à lire. Donc nous ajouterons des couleurs qui sont liées à la valence, donc plutôt neutre en bleu, plutôt positif en vert et plutôt négatif en rose. On voit qu'il y a une légère prédominance rose. Qu'en est-il pour des infirmières en CHU agissant auprès de personnes âgées? C'est plus rose.
Pourquoi? Non pas parce qu'elles seraient incompétentes, mal formées ou maltraitantes, mais parce qu'elles ont des représentations initiales, celles de la société, sauf qu'elles, elles sont en permanence renforcées par l'expérience de la perte d'autonomie visible. Gageons, chers collègues, que nous sommes tous dans cette salle assez proches de cette image. Ce que je ressors de cette revue de littérature, c'est que nous devons continuer à travailler sur nos représentations sans partir du principe que ce serait la société qui serait le plus gros problème. Peut-être que c'est nous, en premier, qui avons à faire évoluer notre regard sur les vieux. Il n'est pas sûr qu'à vouloir à tout crin médicaliser la vieillesse ou la fragilité, on n'aboutisse pas, au fond, à créer cette fragilité tant redoutée par nos examens, faits parfois dans l'intention de rassurer. En cela, comme pour le reste, force doit rester à la rigueur de l'évaluation scientifique, pas à pas de ce que nous proposerons, en n'oubliant pas de ce qui fait le cœur de notre métier, ce sur quoi nous sommes susceptibles de faire la différence avec les autres spécialistes, encore aujourd'hui et comme hier, la prise en compte des comorbidités gériatriques et l'interdisciplinarité. Je vous remercie.